Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons étudier un roman qui s'intitule Le bruit et la fureur. C'est un roman écrit par William Faulkner et publié en 1929. Lester et Benji sont vers un terrain de golf. Lester vient de perdre sa pièce de 25 cents et il la recherche car cette pièce lui permettrait de payer sa place pour voir un théâtre ambulant. Lester a 17 ans et Benji en a 33. Benji s'accroche à un coup de la barrière, cela lui fait repenser à son enfance, quand il s'y était accroché de la même manière et quand Caddy était encore à la maison. Ces souvenirs le font pleurer. Il se souvient qu'il allait attendre Caddy à la grille lors de son retour de l'école. À chaque fois, il y a un élément ou un mot de Lester qui lui fait repenser à son passé. Quand Lester s'approche du ruisseau, Benji repense à ce jour où sa sœur, qui avait 7 ans alors, et son frère Quentin avaient mouillé leurs habits dans le ruisseau. À ce moment-là, il y avait Verge, Quentin, Caddy, Benji et Tippy. Roscus les a appelés pour dîner. Les enfants sont arrivés chez eux. Jason a fait de la délation en disant que Quentin et Caddy se sont mouillés en se taquinant dans le ruisseau. Le père ne les a pas disputés. Ce jour-là, la famille Compson recevait du monde, et ça intriguait les enfants qui voulaient savoir pourquoi leur mère pleurait. Roscus a dit que la malchance était dans la maison. La preuve est que Maury s'appelle maintenant Benji. À sa naissance, les parents ont appelé leur dernier fils Maury en hommage à son oncle, mais en remarquant que celui-ci est un malade mental, ils changent son prénom en Benji. Ce jour-là, les enfants ont dîné et sont montés dans leur chambre, mais ils n'y sont pas restés. Ils ont appris qu'il y avait des funérailles. Curieux, les enfants sont allés dehors pour aller voir par la fenêtre ce qui se passait vraiment. Caddy est monté dans l'arbre pour voir mieux la situation. On revient à la date du 7 avril 1928. Lester et Benji rencontrent Quentin, la fille qui est en train de fréquenter un garçon. Cet événement rappelle un autre moment de son passé à Benji. Quand il était adolescent, Benji se promenait dehors un soir et il a vu Caddy en compagnie d'un homme qui s'appelait Charlie. Ce garçon ne plaisait pas à Benji. Benji a la manie d'aller à la grille et de regarder les gens passer dans le but d'attendre Caddy. Il fait peur à deux petites filles. Un jour, la porte est restée ouverte et il attrape les petites filles. Cet événement amènera sa castration. Dans le pré d'à côté de leur maison, souvent les joueurs de golf prononcent le mot caddy, car ils appellent la personne qui tient leur instrument pour jouer. Ce simple nom fait agiter Benji, car il l'associe à sa sœur qui lui manque. Dilsey appelle Lester et Benji. Ils mangent le gâteau d'anniversaire de Benji, qui fête son anniversaire le jour même. Il y a longtemps, Caddy et Jason se sont battus, car Jason avait déchiré les poupées que Benji et Caddy avaient faites. Benji se souvient aussi du jour où il a remarqué que Caddy n'était plus vierge, car elle ne sentait plus comme les arbres. Cela le fait crier. Quentin est à l'université d'Harvard. Il a du mal à se lever. Il se souvient de Dalton Ames, avec qui Caddy a eu son enfant. Il se souvient aussi d'Herbert, le mari de Caddy. Sa jalousie provient du fait qu'il est amoureux de Caddy et pense souvent à l'inceste. Quentin casse sa montre. Il décide de ne pas aller en cours. Il va chez un marchand de montres, puis s'achète deux fers à repasser, qui lui serviront de poids pour se noyer plus tard, bien qu'au moment de la lecture, on ne le comprend pas tout de suite. Il prend le tram et se dirige vers la rivière. Il voit Gérald Blanc, qui y fait de l'aviron. Il le jalouse car son camarade a tout ce que lui n'a pas. Il a la beauté, la richesse, le succès, une mère attentionnée et des femmes qui l'admirent. La famille a vendu le pré pour que Quentin puisse étudier à Harvard. À la boulangerie, Quentin rencontre une petite fille. Il emmène la petite fille avec lui. Elle ne parle pas et ne sait pas où elle habite. Elle ne répond pas à ses questions. Il demande à d'autres individus s'ils connaissent cette fillette. Personne ne sait qui elle est et où elle habite. Il tente de s'enfuir, mais il ne peut se résoudre à la laisser là. Tous deux rencontrent des gens en train de se baigner.
Les baigneurs leur disent de s'en aller et ils les éclaboussent. Finalement, Julio, le frère de la petite fille, arrive. Il se bat avec Quentin car il croit qu'il a volé sa sœur. Il y a également Hans, le sergent. Quentin se fait arrêter. Sur le chemin, Quentin rencontre des camarades de son école ainsi que la mère de Gérald Blanc. Ils sont tous conduits devant le juge. Le juge reconnaît Quentin innocent, mais il lui demande de donner $1 car Julio a arrêté son travail pour aller à la recherche de la petite fille. Il lui demande aussi $6 car ils ont marché durant 2 heures. Quentin décide de ne pas rentrer tout de suite en ville. Ses amis le laissent, il retourne chez lui avant de s'en aller. Quentin, la fille de Caddy, a 17 ans. Elle sèche l'école. Jason la sermonne. Il veut la battre, mais il en est empêché par sa mère et par Dilsey. Jason lui dit que tout ce qu'elle a, c'est grâce à son argent. Sa mère envoie des chèques pour l'éducation de sa fille, mais Jason les brûle. Jason travaille dans une quincaillerie. Quand Quentin n'était encore qu'un bébé, Jason a rencontré Caddy, car elle voulait revoir sa fille. Elle a payé Jason pour ça. Jason lui permet de la voir qu'un instant. Caddy est dans un fiacre. Elle a à peine le temps d'apercevoir sa fille que Jason demande de suite au cocher de continuer sa route. Caddy retourne le voir plusieurs fois car elle veut revoir sa fille. Elle demande ce qu'il fait des chèques qu'elle envoie pour sa fille. Ils sont au dossier, mais elle ne sait pas ce qu'il fait avec. Caddy veut que quelqu'un s'occupe de sa fille, que Jason lui offre des petites choses comme les autres enfants ont. Quentin passe au magasin. Elle attend la lettre de sa mère avec de l'argent. Jason ne lui donne que $10 sur les 50 envoyés. Jason fait de faux chèques qu'il donne à sa mère pour qu'elle les brûle plus tard. À mon avis, Jason encaisse ses vrais chèques, fait de faux chèques pour les montrer à sa mère et les brûle pour faire croire que l'argent pour s'occuper de Quentin vient de lui. En rentrant chez lui pour le déjeuner, Jason s'aperçoit que Quentin n'est pas là. Il donne le faux chèque à la mère, puis il le brûle. Jason se plaint principalement de 2 choses. Il se plaint du fait de ne pas pouvoir mettre Benji dans un asile d'aliénés, et il se plaint aussi de payer des domestiques qui, selon lui, ne font pas leur travail. Le théâtre passe devant le magasin. Jason voit passer sa nièce avec un homme à la cravate rouge. Il prend sa voiture et revient à la maison. Il commence à avoir mal à la tête. Il décide de poursuivre sa nièce et son amant en voiture. Il traverse un bois et il arrive à retrouver l'auto dans laquelle ils sont. Cependant, le couple démarre leur voiture et il lui échappe. Jason retourne à son travail. Il retourne ensuite chez lui. Quentin est à la maison. Elle se plaint que Jason l'a suivi toute la journée. Après le dîner, Quentin et la mère montent dans leur chambre. Dilsey commence sa journée. Madame Compson se plaint déjà et n'arrête pas d'appeler Dilsey. Dilsey surprend Luster qui était descendu à la cave. Il n'a pas fait son travail et il doit s'occuper de Benji, ce qu'il ne fait pas. Dilsey surprend encore Luster en train de remonter de la cave. Luster s'occupe enfin de Benji. Jason se plaint de sa fenêtre qui serait cassée. Quentin n'est pas au petit déjeuner. Jason demande à Dilsey de la chercher. Dilsey l'appelle, mais Quentin n'ouvre pas la porte. Tout à coup, Jason comprend. Il entre dans la chambre de Quentin et il n'y voit personne. Il entre dans sa chambre chercher une boîte où il déposait son argent. La boîte est vide. Il appelle le shérif pour lui dire qu'il a été volé. Dilsey, Luster, Benji et Fronny vont à la messe pour un office de Pâques. De retour à la maison, Madame Compson leur apprend que Jason n'est pas de retour. Ils n'ont pas non plus de nouvelles de Quentin. Pendant ce temps-là, Jason est chez le shérif. Jason est énervé et le shérif ne prend pas son histoire au sérieux et il ne veut pas se lancer dans une course-poursuite avec Quentin. Jason décide de faire sa course-poursuite seul. Son mal de tête reprend. Jason rejoint le théâtre ambulant qui venait de quitter la ville le matin même. Il rentre dans une roulotte et il se fait assommer car il a traité l'homme de menteur. Un autre homme lui dit qu'ils ne sont plus ici car il les a virés tous les deux. Jason paye quelqu'un pour l'emmener à Jefferson. Luster s'occupe de Benji qui n'arrête pas de crier. Tippy n'est pas là pour conduire la charrette pour l'emmener au cimetière. Luster propose de conduire la charrette et d'y emmener Benji. Luster prend à gauche du monument qui est sur une place au lieu d'à droite. Cela fait hurler Benji. Jason sort de son magasin et est obligé de faire prendre le galop à la jument pour ramener le calme. On a un roman qui est divisé en 4 parties. Dans les 3 premières parties, on a du mal à suivre l'auteur.
Dans la première partie, on a un idiot qui passe du coq à l'âne et qui comprend le monde uniquement grâce à ses sensations. Dans la seconde partie, on a un dépressif qui est gravement atteint puisque ses pensées sont décousues. La troisième partie est racontée par quelqu'un qu'on a un peu de mal à suivre car sa colère et ses maux de tête qui en découlent rendent ses pensées peu claires. Cependant, cette troisième partie est celle que l'on comprend le mieux par rapport aux deux précédentes. La quatrième partie, quant à elle, est racontée par un narrateur extérieur. C'est la plus claire des quatre parties. C'est la seule partie qui n'est pas biaisée par les pensées et la personnalité des personnages. On voit la situation telle qu'elle est vraiment. Quentin et Benji ont un point commun, car ils ne vivent que de leur passé. Leur présent ne leur sert à rien. Il n'est là que pour les faire souffrir, que pour leur rappeler celle qui n'est plus là, celle qu'ils ont perdue. Pour la retrouver, la seule chose à faire est de se souvenir des moments passés avec elle, grâce à une odeur, une vue ou un mot pour Benji et des souvenirs intrusifs pour Quentin. Ce sont des êtres qui voudraient arrêter le temps. Premièrement, Quentin a arraché les aiguilles de la montre, mais elle continue tout de même à tic-taquer. Deuxièmement, il se suicide après l'annonce du mariage de Caddy. Ainsi, il ne la verra jamais mariée et il arrêtera le temps au moment où elle n'avait pas encore de mari. Quentin et Benji sont tous les deux victimes du temps qui avance et qui les sépare de plus en plus de leur passé. Du futur, ils n'en parlent même pas, ils n'y pensent même pas. A contrario d'eux, Jason est quelqu'un qui vit dans le présent. Il n'a pas de pensée obsessionnelle quant à son passé. Il pense quelquefois à la chance qu'a eu Quentin de faire des études, ce dont il n'a pas pu bénéficier, mais c'est tout de même quelqu'un qui pense surtout au présent. En cela, il fait penser à Dilsek, qui elle aussi vit dans le présent, ne se fait pas de soucis pour l'avenir et ne ressasse pas son passé. On va étudier plusieurs personnages. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à Benji. Benji est quelqu'un d'aspiré par son passé. Quand il se remémore des instants de son passé, le monde autour de lui n'existe plus. Il se souvient de tout avec précision, un peu comme Quentin. Il se souvient des phrases au mot près, il se souvient des lieux aussi. Benji n'est qu'émotion, il n'a pas de logique, pas de raison, il est constitué de 100% d'émotions. C'est grâce à sa sensibilité qu'il devine que Caddy n'est plus vierge. L'odorat est important dans ce roman, car Quentin et Benji se souviennent de leur sœur grâce à son odeur. Il y a le chèvrefeuille pour Quentin et les arbres pour Benji. Seuls Caddy et Dilsek comprennent Benji, le reste de la famille ne le comprend pas, car ils sont incapables de se mettre à sa place, et car Benji ne s'exprime que par des pleurs ou des cris puisqu'il ne peut pas parler. Les pensées de Benji sont tout de même assez claires pour un attardé mental, à part quand Tipeee le force à boire. Ses pensées sont plus claires que celles de Quentin, qui n'a pourtant aucun retard mental et n'est que dépressif. Benji est quelqu'un qui n'aime pas changer ses habitudes. Quand Caddy ne sent plus comme les arbres, il pleure. Quand Lester tourne à droite du monument au lieu d'à gauche, il pleure. Les éléments extérieurs, comme des mots, un fait ou des lieux, lui rappellent des événements passés en lien avec sa sœur. Même les golfeurs arrivent à lui faire rappeler sa sœur en prononçant le mot Caddy. Benji n'en a peut-être pas conscience, mais ce terrain de golf est doublement négatif. En effet, en plus de rappeler des souvenirs à Benji, ce terrain montre la richesse des individus qui y jouent, ce qui fait un terrible contraste avec la famille Compson qui tombe dans la misère. En deuxième lieu, nous allons nous intéresser à Quentin. Quentin est quelqu'un de dépressif, au bord du suicide. Sa dépression fait qu'il n'arrive pas à se lever le matin et qu'il n'arrive plus à aller en cours. Quentin n'est jamais pressé et ne fait que prendre son temps. Par exemple, il prend soin de lui le matin avant son suicide, alors qu'il doit se presser à aller en cours. Il passe aussi du temps à errer dans la ville et à ressasser ses tourments. Quand il se passe quelque chose ou que quelqu'un lui parle, ce sont les seuls moments durant lesquels il n'a plus ces idées noires qui le tourmentent. Dès qu'il est seul, ses pensées obscures recommencent. L'épisode avec la fillette est le seul durant lequel il n'a pas ses pensées noires. Pour moi, la partie dédiée à Quentin est la partie la moins claire de tout le roman. Quand il a ses pensées, ses phrases passent du coq à l'âne, il n'y a pas de ponctuation, pas de virgule, on se retrouve avec des immenses pavés, on ne sait plus quand commence une phrase et quand elle finit. Ces phrases ne veulent plus rien dire, quelquefois il ne les finit même pas. Quelquefois, Quentin plonge même dans ses pensées durant les conversations qu'il a avec les gens. Plus la journée passe, plus il a ses idées noires. Le tourment n'est qu'à l'intérieur, à l'extérieur il a l'air normal.
Quentin cache son souhait de se suicider. Par exemple, à son camarade, il dit qu'il a acheté 2 souliers alors qu'en fait, il a acheté 2 fers pour ensuite se noyer. Je pense que personne ne s'aperçoit qu'il est en dépression et qu'il veut se suicider. Quentin ne fait qu'errer à Cambridge. Il sort de sa chambre d'étudiant à l'université pour aller à la rivière. Il revient à l'université pour repartir et finalement y revenir. Aux derniers instants de sa partie, il est en train de repartir de sa chambre d'étudiant. Il fait tous ses allers-retours en une seule journée. Il marche ou prend le train. Il repasse souvent aux mêmes endroits. Par exemple, il y a la rivière où les gens se baignent et l'arrosent. Finalement, au bout de la journée, il finit par se jeter dans la rivière. On se demande d'ailleurs pourquoi Quentin prend-il sa valise pour aller se suicider. En troisième lieu, nous allons nous intéresser à Jason. Jason est celui qui a les idées les plus nettes des 3 personnages. Il garde rancune car on ne lui a pas donné le poste à la banque que lui a promis Herbert. Quentin, lui, a eu droit à des études et pas lui. Il est obligé de travailler dans une quincaillerie où il n'est pas bien car il sent que ce n'est pas sa place. Il est le seul qui travaille, il est le seul à trouver des financements pour sa famille. Tout seul, il doit s'occuper de sa mère, de Benji, de Quentin, la fille, de lui-même et des domestiques, c'est-à-dire Dilsey et Luster. Les 2 seules personnes qu'il trouve grâce aux yeux de Jason, c'est Lorraine et sa mère. Nous allons maintenant nous intéresser au père. Le père est souvent absent. Dans 3 des 4 parties, il est mort. Les gens se souviennent de lui, mais pas tellement non plus. Il cède toujours tout à sa femme. Il subit le changement de nom de son fils Benji. Il subit aussi l'exclusion de Caddy. Le seul moment où on le voit clairement, c'est lors de la cérémonie mortuaire de la grand-mère. Il y a également la mère. La mère écrase son mari. Elle écrase tout le monde d'ailleurs. Elle se plaint toujours de souffrir physiquement ou moralement alors qu'il n'en est rien. C'est une malade imaginaire. Elle se sert de sa maladie pour donner des ordres aux autres. Elle exige trop de Dilsey, donne des ordres contradictoires à Tippy lorsqu'il conduit la charrette et aussi à Caddy à propos de Benji. Le seul fils qu'elle adore, c'est Jason, et en retour, Jason l'aime bien aussi. Elle n'a aucune autorité sur ses enfants. Elle les laisse tout faire. Peut-être que si elle avait mieux élevé Caddy et sa petite fille Quentin, peut-être qu'elle ne se serait pas donnée à ses garçons. On ne voit jamais la mère s'occuper de ses enfants. C'est Dilsey qui leur donne à manger. C'est elle aussi qui les couche. C'est Dilsey qui surveille aussi Benji. C'est elle aussi qui s'occupe de Quentin, la fille, et veut la protéger de la colère de Jason. Il y a un 6e personnage qui s'appelle Caddy. Caddy a eu pour amant Dalton Ames. Quand elle est enceinte, elle va avec sa mère à French Lick pour trouver un mari. Elle se mariera avec Herbert Head. Elle se mariera le 25 avril 1910. Quentin se suicide le 2 juin 1910. Il se suicidera à Harvard car il est jaloux de son mari et de son amant. Il aime Caddy, même si rien de physique n'a eu l'air de se passer entre eux. 1 an plus tard, Caddy est chassée par son mari. Elle laisse sa fille, qui s'appelle Quentin, à ses parents. Caddy est une fille qui tient le choc. Elle a une famille dysfonctionnelle, sa famille est en train de s'écrouler, un de ses frères est malade mental, un autre s'est suicidé, le 3e ne peut pas la voir en peinture, elle est enceinte jeune, à 17 ans, elle se marie à un homme qu'elle n'aime pas, elle se fait virer de son foyer, elle n'a pas la garde de sa fille, et elle gagne son argent on ne sait comment. Mais malgré tout ça, elle ne se laisse pas aller, elle ne se suicide pas, elle ne sombre pas dans la folie. Caddy n'indiffère personne. Elle a des amants, 2 de ses frères sont amoureux d'elle, son père lui passe tout. Par contre, jamais elle ne prend la parole. Aucune des parties ne lui est dédiée. On sait d'elle que ce que ses frères pensent d'elle. C'est eux qui nous rapportent ses dires et ses actions. Caddy est doublement inaccessible. Elle n'est pas là car soit elle est mariée, ça correspond à la partie 2, ou soit parce qu'elle est répudiée, ça correspond aux parties 1, 3 et 4. Elle est aussi inaccessible car elle n'est pas là et parce qu'on ne lit pas ses pensées. Ses actions et ses dires ne nous sont que rapportés. Elle n'est jamais là et pourtant c'est le personnage le plus important de l'histoire. Elle influence toutes les vies des membres de la famille. Elle influence aussi sur le vouloir sa fille, qui est la copie conforme de sa mère. Le 7e personnage auquel nous allons nous intéresser est Quentin, la fille. Quentin, la fille, rappelle bien sa mère. Elle a un amant aussi à 17 ans. Elle le rencontre dans le même hamac que sa mère, ce qui rappelle à Benji sa sœur. Elle tient tête à Jason, tout comme sa mère, qui n'était pas dupe de son caractère.
Finalement, elle est plus forte que sa mère. Sa mère devait payer Jason pour voir sa fille Quentin. Quentin, elle, ne subira pas cette soumission. Elle s'enfuit avec l'argent. Quentin et Caddy ont le même caractère. Elles sont têtues et n'en font qu'à leur tête. Il est difficile d'avoir une autorité sur elles. Il faut que les choses viennent d'elles-mêmes. Caddy, elle aimait Benji. Quentin, elle, n'aime pas trop que Benji s'approche d'elle. Le 8e personnage important du roman s'appelle Dilsey. Dilsey a un grand cœur. Elle est la seule à fêter l'anniversaire de Benji. Elle lui offre un gâteau qu'elle a payé de sa poche. Je pense que c'est elle aussi qui paye le théâtre à son petit-fils, car il avait perdu la pièce pour y aller et y va quand même. Dilsey, en plus de s'occuper de la famille Compson, doit aussi s'occuper de la sienne. En 1928, elle doit s'occuper de Caroline, de Benji la fille, de Jason. En ce qui concerne la famille Compson, elle doit aussi s'occuper d'elle-même et de Luster dans sa propre famille. Elle doit donc s'occuper de 6 personnes. En 1910, elle devait s'occuper de Monsieur et Madame Compson. Elle devait aussi s'occuper de Benji, de Quentin le fils, de Jason, de Caddy en ce qui concerne la famille Compson. Elle devait aussi s'occuper d'elle-même, de son mari, de ses 2 fils et de sa fille en ce qui concerne sa propre famille. Cela fait 11 personnes dont elle devait s'occuper. La famille Compson est une famille en déclin. Il y a un fils qui est idiot, un autre qui est dépressif et suicidaire, la mère est une malade imaginaire, le père est alcoolique, l'oncle séduit des femmes mariées, Caddy est enceinte hors mariage et est virée par son mari, Quentin, la fille, s'enfuit, Jason n'a aucun sentiment humain, il n'est que colère. Il n'y a pas une seule personne dans la famille Compson qui pourrait permettre le redressement de la famille. Cette famille ne tient qu'à Dilsey. C'est elle aussi qui se lève tous les matins, c'est elle qui s'occupe de toute la famille, qui supporte toutes les jérémiades de la mère et les reproches de Jason. Malgré son âge, elle sert tout de même la famille sans jamais se plaindre. Elle ne démissionne jamais, elle reste toujours à son poste. Il y a plusieurs formes de déchéance de la famille. Tout d'abord, il y a une déchéance filiale. Il y avait 4 enfants, seule la fille a pu faire une descendance. Mais Quentin est parti, la descendance ne se fera donc pas. La famille est sans avenir, ce sont les derniers représentants de la famille Compson. Personne ne reprendra la relève. Une fois tous morts, cette famille n'existera plus. Il y a aussi une déchéance car ils n'ont plus de terre. La 3e déchéance consiste en une mauvaise reconnaissance sociale, notamment à cause de Benji qui crie très souvent. Et enfin, la 4e déchéance consiste dans le fait qu'il y a certains membres de la famille qui se suicident de désespoir, il y en a qui ont des tares mentales, ou il y en a qui font des actions incohérentes, presque suicidaires. Est-ce que tu connais la route, dit-elle? Tu montes la rue, tu fais le tour de la place, tu arrives au cimetière, et tu t'en reviens tout droit. Oui, dit Luster, Kenny. Et tu feras attention? Oui, Dilsey lâcha la bride. Kenny, dit Luster. Eh, dit Dilsey, donne-moi ce fouet. Oh, mamie, dit Luster. Allons, donne, dit Dilsey en s'approchant de la roue. Luster le lui donna à contre-cœur. Je pourrais jamais faire partir Kenny maintenant. Te préoccupe pas de ça, dit Dilsey. Kenny sait mieux que toi où elle va. T'as qu'à rester assis et tenir les guides. C'est tout ce que t'as à faire. Alors tu connais bien la route? Oui, la même que prend Tipeee tous les dimanches. Fais tout pareil aujourd'hui. Pour sûr, est-ce que j'ai pas conduit pour Tipeee plus de 100 fois? Alors fais-le encore, dit Dilsey. Allons, va. Et s'il arrive quelque chose à Benji, mon petit nègre, je sais pas ce que je te ferai. C'est les travaux forcés qui t'attendent, et je t'y enverrai avant même qu'on soit prêt à t'y recevoir. Oui, dit Luster. Kenny. Il fit claquer les guides sous le large dos de Kenny, et le phaéton tout de côté se mit en branle. Luster, voyons, dit Dilsey. Là, dit Luster. Il fit de nouveau claquer les guides. Accompagné de borgorigmes souterrains, Kenny trottina lentement dans l'allée et tourna dans la rue où Luster l'excita à prendre une allure qui ressemblait à une chute en avant, prolongée et suspendue. Ben cessa de gémir. Assis au milieu du siège, il tenait la fleur réparée toute droite dans sa main, et il regardait d'un œil serein, ineffable. Devant lui, la tête ronde de Luster se retournait à chaque instant, jusqu'au moment où la maison disparut. Il se rangea alors sur le bord de la route, et, sous les regards de Ben, il descendit et cueillit une banane dans une haie. Kenny baissa la tête et se mit à brouter. Puis Luster remonta.
lui releva la tête et la remit en marche. Cela fait, il serra les coudes, et tenant haut son fouet et ses guides, il prit un air faraud, en désaccord avec le trottinement paisible des sabots de Kenny et les graves sons d'orgue de ses accompagnements intestinaux. Il croisait des autos, des piétons, une fois un groupe de jeunes noirs. « Là, Luster, où que tu vas, Luster, au cimetière ?» ?»« Ouais, dit Luster, mais pas au même cimetière où que vous irez. Là, éléphant. » Ils approchaient de la place où le soldat confédéré fixait sur le vent et les intempéries ses regards vides, sous sa main de marbre. Luster se redressa d'un cran et, jetant un coup d'œil autour de la place, donna un coup de badine à l'impénétrable Kenny. « C'est la voiture à Monsieur Jason, dit-il. » Puis il aperçut un autre groupe de noirs. « Faut montrer à ces nègres qu'on a de la distinction, pas vrai, Benji ?» Il regarda derrière lui. Ben s'est assis, sa fleur au poing, le regard vide et serein. Luster frappa de nouveau Kenny et la lança à gauche du monument. Pendant un instant, Ben resta pétrifié, puis il hurla. De hurlement en hurlement, sa voix montait, lui laissant à peine le temps de respirer. Dans ses cris passait plus que de l'étonnement, c'était de l'horreur, de l'indignation, une souffrance aveugle et muette, rien qu'un son. Les yeux de Luster roulèrent dans un éclair blanc. « Grand Dieu, dit-il, chut, chut, grand Dieu !» Il tournoya de nouveau et frappa Kenny de sa badine. Elle se rompit et il la jeta. Et, tandis que la voix de Ben s'enflait vers un crescendo incroyable, Luster saisit l'extrémité des guides, se pencha en avant au moment où Jason, traversant la place d'un bond, s'élançait sur le marchepied. Brutalement, du revers de la main, il repoussa Luster, prit les rênes, scia la bouche de Kenny et, pliant les guides, lui en fouetta la croupe. À coups redoublés, il la força à galoper, et tandis que la rauque agonie de Benji rugissait autour d'eux, il l'obligea à passer à droite du monument. Puis il décocha un coup de poing sur la tête de Luster. « Tu n'es pas fou de le faire passer à gauche, dit-il. » Il se pencha en arrière et frappa Ben. La fleur de nouveau se rompit. « Tais-toi, dit-il, tais-toi. » D'une secousse, il retint Kenny et sauta à terre. « Ramène-le à la maison, nom de Dieu. Si jamais tu repasses cette grille avec lui, je te tue. »« Oui, monsieur, dit Luster. » Il prit les guides et en frappa Kenny avec extrémité. « Là, Benji, pour l'amour de Dieu. » La voix de Ben n'était que rugissement. Kenny se remit en marche et de nouveau ses pattes reprirent leur clic-clac régulier. Ben se tut aussitôt. Luster rapidement jeta un coup d'œil derrière lui, puis continua sa route. La fleur brisée pendait au poing de Ben, et ses yeux avaient repris leur regard bleu, vide et serein, tandis que de nouveau, corniches et façades défilaient doucement de gauche à droite, poteaux et arbres, fenêtres et portes, réclames, tout dans l'ordre accoutumé.